bon, donc j'ai passé peut-être un peu trop de temps sur tout ça, mais en fait, déjà j'ai dû mettre un petit peu sous le tapis plusieurs choses. Enfin, pas sous le tapis au sens où c'est pas ce que j'ai dit est pas faux, c'est qu'il y aurait en fait encore plus de richesse à décrire. Enfin, moi, je me sens frustré, mais en même temps, on ne peut pas en 2 heures faire toute l'astrophysique. Donc voilà, retenons ça. On a, comme vous savez, 2 théories générales, qui est donc la relativité générale et la physique quantique, la théorie quantique des champs. C'était comme ça. Donc ça, c'est une théorie de l'espace-temps. Pardon pour les acronymes. Donc relativité générale et théorie quantique des champs. Donc ça, c'est une théorie de l'espace-temps qui décrit la gravitation. Ça, c'est une théorie, en fait, des champs fondamentaux qui constituent la réalité physique, les champs physiques fondamentaux. Donc, appliqué à l'univers dans son ensemble, moyennant une hypothèse d'homogénéité et d'isotropie, la relativité générale prédit une évolution de l'univers, en fait, donc une évolution, en l'occurrence une expansion, et donc nous ramène à ces scénarios de Big Bang. Donc ce qui est sûr, c'est que dans le passé, c'était plus dense, plus chaud, etc. Et ensuite, alors, compte tenu des lois de la physique statistique, mais il n'y a pas de loi de la physique statistique, c'est juste, c'est juste c'est juste un effet statistique. Quand vous prenez plein de particules et que vous les laissez interagir aléatoirement, c'est-à-dire en fait sans mettre des conditions particulières, vous pouvez très facilement voir en moyenne ce qui se passe. Et il se trouve que ce qui se passe en moyenne suffit moyennant cette hypothèse, suffit à décrire précisément l'évolution. Et cette évolution, c'est une évolution de la température, de la densité. Voilà, et ce qu'on appelle le facteur d'échelle, c'est-à-dire c'est l'évolution de l'espace-temps, la température et la densité de la matière. Donc, moyennant donc, cette hypothèse statistique, ce n'est pas une hypothèse statistique, dès lors que vous considérez un grand nombre de particules, vous savez, en interaction permanente, vous savez décrire parfaitement l'état du monde si vous connaissez les champs quantiques. Donc c'est là où s'introduit ici, vous connaissez le contenu par ailleurs matériel de l'univers, au moins dans une certaine gamme d'énergie, et donc vous pouvez vous placer à un instant de l'univers primordial qui est parfaitement bien compris et décrit parce qu'il est parfaitement simple en fait. Parce qu'il n'y a pas de particularité, tout est effacé par l'énergie qui vient donc, qui vous restitue les constituants fondamentaux, qui sont précisément ceux qui sont faciles à découvrir puisqu'ils bénéficient des lois profondes de l'univers, encore une fois, de la réalité physique, encore une fois celle que l'on connaît bien sûr, etc. Et par ailleurs, la statistique vous permet de traiter proprement, en moyenne, ce qui se passe. Donc, vous avez une vision très claire de l'univers primordial et vous connaissez les lois de l'expansion et les lois d'interaction entre les champs fondamentaux. Donc, vous pouvez prédire ce qui se passe. Et donc, on a donc cette fameuse nucléosynthèse primordiale. Et puis, avec l'expansion, vous avez donc l'expansion proprement dite. Et puis, vous avez
ce fameux rayonnement, le champ diffus cosmologique, qui se propage librement à partir du moment où l'univers redevient neutre, mais tout ça est piloté complètement. Et puis, vous avez bien sûr la formation des structures, parce qu'ensuite réintervient la gravitation, enfin, intervient d'une autre façon la gravitation. Ça, c'est la gravitation qui intervient sur la trame spatio-temporelle et qui décrit comment a lieu l'expansion et comment la densité d'énergie dans l'univers évolue avec le temps. Et ensuite, il y a l'aspect plus local de la gravitation qui fait que la matière attire la matière. Là, donc, on n'est plus dans la moyenne globale à grande échelle, on est vraiment dans l'interaction entre les particules. Et c'est ça qui fait donc la formation des structures. Formation des structures. Donc, c'est la structuration de l'univers avec les galaxies, les étoiles, et puis après, la physique qu'on connaît beaucoup plus locale. Donc, vous voyez, il y a deux aspects de la gravitation dans cette histoire. Il y a appliqué à l'univers dans son ensemble, en faisant l'hypothèse d'homogénéité et d'isotropie, qui est vérifiée par ses conséquences, bien sûr, et qui est observée directement dans le CMB, qui est homogène et isotrope à un 100 millième près. Et puis, il y a l'aspect gravitation, les particules s'attirent, instabilité gravitationnelle qui génère les structures, etc. Voilà, donc ça est bien compris. Une fois qu'on a les étoiles, ben, c'est pareil, on connaît la physique nucléaire, tout ça qui est issu de... Alors, la physique nucléaire, il est difficile de la prédire, enfin de la calculer à partir des champs fondamentaux, parce qu'il y a beaucoup de nucléons les uns avec les autres. En particulier, les interactions nucléaires sont très difficiles à calculer, parce qu'on n'a pas les outils mathématiques qui permettent de faire des calculs précis, mais ce n'est pas grave parce qu'on peut faire des expériences de physique nucléaire, on envoie des noyaux les uns contre les autres et on voit ce qui se passe. Donc, même si on ne sait pas faire directement le lien entre la physique des particules, c'est-à-dire la physique au niveau élémentaire, et la physique de ces corps très très complexes que sont les noyaux, parce qu'il y a trop de calculs à faire, c'est compliqué. Ce n'est pas gênant pour le calcul de nucléosynthèse et de ce qui se passe dans les étoiles et dans le milieu interstellaire, toutes les interactions, parce qu'on peut faire des expériences directement. Donc tout ça est assez bien compris, bien maîtrisé. Alors, je l'ai quand même mentionné, il y a deux ingrédients importants qui font l'objet d'énormément de travaux en ce moment. Il y a ce qu'on appelle la matière noire. Alors, il faudrait vraiment plutôt dire, enfin il faut garder en tête quand on parle de matière noire, d'abord on devrait l'appeler transparente parce qu'elle n'est pas noire en fait, en vrai on voit la lumière, enfin elle n'obstrue pas la lumière, mais on ne sait pas ce que c'est, et je mets vraiment des guillemets parce que c'est un effet qu'on ne comprend pas, donc il y a un effet gravitationnel qui vient s'ajouter aux effets gravitationnels que produirait la matière qu'on observe, donc il y a un effet gravitationnel inexpliqué. Une façon de l'expliquer, c'est de dire qu'il y a de la matière qu'on ne connaît pas, mais qui a un rôle gravitationnel comme la matière qu'on connaît, donc c'est pour ça qu'on l'appelle matière, mais comme on ne la connaît pas, on ne l'a jamais vue et on l'appelle noire. Bon, c'est un mauvais terme, mais c'est historique, c'est comme ça. Donc il y a un effet gravitationnel inexpliqué qu'on aimerait bien comprendre, qui se voit dans la façon dont les galaxies tournent sur elles-mêmes, enfin, dont les étoiles sont liées aux galaxies. Il y a des choses qu'on ne comprend pas bien, et donc qui pourraient s'expliquer par l'existence d'autres champs matériels qu'on ne connaît pas encore. Évidemment, ça fait partie des hypothèses intéressantes, mais il se pourrait aussi qu'après tout, on ne comprend pas si bien que ça la gravitation, et que dans certaines circonstances, il faille modifier la relativité générale d'une façon ou d'une autre. Bon. En tout cas, donc ça, c'est un des points d'interrogation dans ce beau panorama là, où on a l'impression qu'on comprend quand même grosso modo ce qui se passe. Il y a ce problème de la matière noire, et puis il y a le problème qu'on appelle le problème de l'énergie noire. Alors ça aussi, hein, c'est pas du tout un bon terme, et on ne sait pas trop ce que c'est, qui est relié à la constante cosmologique, peut-être ou peut-être pas. C'est-à-dire qu'il y a peut-être les deux, peut-être que l'une est l'autre, peut-être que non, enfin, bon.
ça, c'est un élément de la relativité générale. C'est quelque chose c'est un ingrédient de la relativité générale, mais qu'on ne sait pas, dont la valeur pourrait être n'importe quoi. C'est un paramètre de la relativité générale. La valeur pourrait être a priori n'importe quoi. Suivant comment on regarde le problème, on a l'impression qu'elle n'est justement pas n'importe quoi et que c'est peut-être pas un hasard. Et puis il y a une autre façon de regarder le problème, c'est de relier ce paramètre à la théorie quantique des champs. Et si on fait ça, on a l'impression que la valeur du paramètre devrait être extrêmement différente de ce qu'elle est, et donc on ne comprend pas. Mais si on ne comprend pas, c'est peut-être parce qu'en fait ça n'a rien à voir. Mais bref, il y a des questions sous-jacentes, et ça c'est responsable, ça c'est observé en particulier aussi par un effet en fait gravitationnel, par une expansion accélérée de l'univers. L'univers est en expansion accélérée, alors que on s'attendrait à ce que, donc il est en expansion, mais de plus en plus vite. Et on s'attendrait à ce qu'il le soit plutôt de moins en moins vite. Alors il y a moyen d'en rendre compte sans modifier la relativité générale en mettant une constante cosmologique, mais il y a des choses qui sont... par ailleurs, la théorie quantique voudrait suggérer d'autres choses et qui n'ont pas l'air d'être observées. Enfin bon, voilà, j'en dis pas plus, d'abord parce qu'on ne sait pas trop, et puis c'est pas forcément intéressant pour vous, mais juste, je voulais quand même mentionner qu'il y a ces deux aspects qui font l'objet d'intenses recherches aujourd'hui. Je ne veux pas laisser penser non plus qu'on comprend tout en cosmologie et qu'il n'y a pas tellement de mystères, si ce n'est des détails à régler. Non, il y a clairement des choses qui pourraient fondamentalement remettre en question notre conception globale de la réalité physique. D'ailleurs, on l'espère, puisque vous savez par ailleurs que ces deux théories sont incompatibles entre elles à un niveau assez profond. Ce qui ne pose pas de problème, parce que dans toutes les... qui ne pose pas de problème expérimental, puisque dans toutes les expériences qu'on est capable de mener ou dont on est capable d'observer les résultats, soit l'une est négligeable, soit l'autre est négligeable, en quelque sorte. Et donc, on n'est pas en face d'un conflit direct avec l'expérience ou avec l'observation des faits. Mais d'un point de vue théorique, il y a évidemment un problème majeur. Donc, de toute façon, on sait qu'évidemment, on n'a pas le dernier mot sur la réalité physique, loin s'en faut, et qu'il faudra changer en profondeur nos conceptions premières, profondes, de ce qui constitue notre réalité. Mais même dans ce cadre-là, il y a aussi des choses qui demeurent à expliquer et qui sont des choses lourdes, significatives. C'est pas... Là, parce que la matière noire, en fait, aurait un contenu énergétique bien supérieur à celui de la matière ordinaire, celle qu'on connaît. Alors, celle qu'on connaît représenterait peut-être 4-5% du contenu énergétique complet de l'univers. Il y aurait 70% là et 25% là, grosso modo, et puis 5% dans la matière, dans les champs qu'on connaît. Donc, voilà, donc c'est pas rien. Mais néanmoins, et c'est ça qui est quand même remarquable, c'est que donc il y a des choses qui nous échappent, qui ont l'air sous-jacentes et qu'il va falloir comprendre, mais qui n'influent pas sur toutes ces prédictions qui ont été l'une après l'autre parfaitement vérifiées avec une précision vraiment éblouissante. Donc c'est-à-dire, c'est là où on voit bien que, toujours quand on fait de la physique à un certain niveau d'énergie, par exemple, il y a un niveau de réalité plus profond qui fonde l'ontologie de ce dont on parle, mais justement, c'en est indépendant en quelque sorte. Ça ne remet pas en cause que ce dont on en parle bien, on en parle proprement. Les champs quantiques, c'est peut-être pas ça le fond de la réalité physique, mais le fond de la réalité physique doit permettre de faire émerger une réalité dans laquelle la description en termes de champs quantiques est pertinente. Donc, ça n'empêche pas que tout ce qu'on dit quand on parle de Big Bang, etc., d'évolution et de formation des structures, ça reste parfaitement pertinent. Simplement, c'est fondé sur quelque chose qu'il faudra réviser à un moment ou à un autre, et on le sait. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Voilà. Bon, alors, juste pour finir, je vous parle des rayons cosmiques, puisque
on avait dit que j'essaierais de vous expliquer un tout petit peu ce que je suis allé faire en Nouvelle-Zélande le mois dernier, mais enfin, aussi ce qui fait l'objet de mes travaux de recherche et beaucoup de recherches qu'on fait dans ce laboratoire. Et peut-être, parce qu'on a un quart d'heure à tout casser, hein. Oui, en fait, oui, bon, on va dire un petit quart d'heure, 10 minutes normalement. Donc, je vais peut-être introduire ça par le biais de la nucléosynthèse, puisque c'est ce dont on a parlé. Donc, vous savez qu'il y a 92 éléments stables dans 92 atomes, hein, de la table de Mendeleïev, hein, qui va du noyau le plus léger, qui est donc l'hydrogène, on l'a vu, qui a un seul proton. Quand il y a 2 protons, c'est de l'hélium. Quand il y a 3 protons, c'est du lithium. Enfin, je vais mettre là 1, 2, lithium 3. 4, c'est le beryllium. 5, c'est le bore. Je ne vais pas tous les faire, hein, mais carbone, azote, oxygène, etc. Jusqu'au fer, 26, avec 56 nucléons. Et puis au-delà, jusqu'à l'uranium, 92. L'uranium, bon, il y a plusieurs isotopes, hein, vous savez, l'uranium 238, 235, enfin, le principal, c'est l'uranium 238, voilà. Donc ça, c'est l'ensemble des noyaux connus. Alors, on est capable d'en fabriquer d'autres au-delà, ce qu'on appelle les transuraniens. Il y a le neptunium, parce qu'on fait l'analogie avec la planète Neptune qui est au-delà de Uranus, et après il y a les transneptuniens qui vont encore plus loin, etc. On soupçonne qu'il y a peut-être ici un îlot de stabilité. Donc les noyaux qu'on est capable de produire ici sont des noyaux qu'on produit pendant un instant très bref, mais qui fusionnent et qui se désintègrent très rapidement, donc qui ne sont pas des noyaux stables dans l'univers. Enfin, lui aussi n'est pas stable, mais il a une durée de vie de plusieurs milliards d'années, donc okay, c'est stable, c'est présent. Et il y a peut-être un îlot de stabilité au-delà, avec des noyaux plus lourds qui pourraient être stables potentiellement. Ça fait partie des questions de physique nucléaire. Mais voilà, en tout cas, c'est ça les noyaux de l'univers. Donc ce qu'on a vu, c'est que ça, c'est fait par le Big Bang, enfin dans la nucléosynthèse primordiale. Je note Big Bang au sens de univers chaud et dense, l'univers primordial. Et puis on a vu que les étoiles, dans leur fonctionnement, étaient capables de faire ça. Donc ça, c'est je vais noter comme ça, nucléosynthèse stellaire. Donc je vais écrire là, primordial. Et puis ça, c'est la nucléosynthèse. Donc ça inclut ça d'ailleurs. Enfin, ouais. Ça, c'est la nucléosynthèse explosive, mais donc elle permet aussi de faire ça, mais elle est seule à pouvoir faire des noyaux au-delà du fer. Nucléosynthèse explosive. Et vous voyez qu'il manque 3 éléments qu'on appelle les éléments légers, parce qu'ils sont légers. Alors, ils sont un peu plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, que les noyaux primordiaux. Mais il y a ces 3 éléments-là, le lithium, le beryllium et le bore, qui sont faits par ce qu'on appelle la nucléosynthèse spallative. C'est le processus de spallation. Alors, la spallation, c'est quoi? C'est en fait une forme de fission. Donc, pendant longtemps, on ne comprenait pas tellement comment étaient fabriqués ces noyaux, qui ne sont pas fabriqués par la nucléosynthèse primordiale, mais qui ne peuvent pas être fabriqués par la nucléosynthèse stellaire, parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus fragiles que le carbone, l'azote et l'oxygène. Et en fait, dans les étoiles, au cœur des étoiles, la température est bien trop élevée et ils sont détruits immédiatement. Ils sont décomposés en noyaux plus petits, hydrogène, hélium. Donc on ne peut pas les fabriquer dans les étoiles. Et du coup, d'où ils viennent? Comment ça se fait qu'ils existent?
Et alors on a compris qu'en fait, ils sont produits dans le milieu interstellaire par interaction avec des particules énergétiques qui sont justement les rayons cosmiques. On a observé à partir de... Bon, en fait, la découverte proprement dite, on peut la dater en 1912. Un certain monsieur Victor Hess, qui est évidemment le prix Nobel pour cette découverte, a découvert, avec des expériences en ballon, a découvert qu'il y avait un rayonnement qui venait du cosmos. Alors, c'est quoi un rayonnement? Ce sont des particules énergétiques. Alors, on ne savait pas au début si c'était un rayonnement de type photon, comme on connaissait les rayons X, par exemple, qui sont des photons très énergétiques, qui peuvent pénétrer, qui peuvent ioniser la matière, c'est-à-dire arracher les électrons, noyaux aux atomes, etc. Ou les rayons gamma, maintenant, qui sont encore plus énergétiques, mais qui sont de la lumière, des ondes électromagnétiques. On ne savait pas si c'était donc des photons énergétiques ou si c'était un type de rayonnement inconnu, mais quelque chose qui est capable d'ioniser la matière. Donc, et il a vu que ça venait du cosmos, parce qu'en fait, quand on monte en ballon, plus on s'élève en altitude, plus l'irradiation est forte, en fait. Donc, en fait, on est protégé par notre atmosphère d'un rayonnement qui provient du cosmos. Et plus on s'élève, si vous passez votre vie en avion, c'est pas bon du tout, vous vous faites irradier en permanence. Donc, il y a cette découverte du rayonnement cosmique. Alors, je vous passe toutes les étapes de cette découverte. On a mis beaucoup de temps à comprendre exactement ce que c'était, etc. Mais le fin mot de l'histoire, c'est que la galaxie est sillonnée par des particules énergétiques, des noyaux d'atomes qui se baladent. Alors, malheureusement, pas en ligne droite, parce que ce sont des particules chargées, donc ce sont des noyaux d'atomes. Donc chargés positivement. Qui ont des énergies qui peuvent être gigantesques et qui sont donc accélérées par des sources, ce qu'on appelle des sources, donc des environnements astrophysiques très énergétique. Donc, je mets très haute énergie. Et qui sillonne la galaxie, en fait, et qui se propagent à la vitesse de la lumière. Ils ont quasiment la vitesse de la lumière. Ils ont vraiment des énergies, ce qu'on appelle relativistes. Ils peuvent avoir une énergie qui est très nombreuses fois supérieure à leur énergie de masse, à E égale mc2. Hein, donc ils ont une énergie gigantesque qui leur est procurée par des moyens qu'on aimerait bien connaître. Alors, on sait que dans les explosions d'étoiles, justement, dans les explosions de supernova, une explosion de supernova crée une onde de choc dans le milieu interstellaire, puisque la matière est éjectée à une vitesse supersonique dans le milieu interstellaire, donc ça fait une onde de choc. En fait, super alvénique, mais bon, bref, je passe les détails. Ça fait une onde de choc, et dans cette onde de choc, des particules peuvent être piégées par les champs magnétiques de part et d'autre de l'onde de choc, une onde de choc qui se propage comme ça, et une particule, en fait, donc les particules chargées se propagent, mais sont défléchies par les champs magnétiques. Les champs magnétiques défléchissent les particules chargées, ça c'est l'interaction électromagnétique. Et donc des particules peuvent se faire piéger, en fait, de part et d'autre de l'onde de choc, et simplement au gré de leur évolution, peuvent traverser plusieurs fois l'onde de choc. Et à chaque fois, on peut montrer assez facilement qu'à chaque fois qu'on traverse l'onde de choc, on prend un petit coup d'énergie. Pas grand-chose, un millième, on gagne un millième de l'énergie, ou quelque chose comme ça. Et puis, mais si on reste très longtemps, si on est piégé autour de l'onde de choc, on peut gagner au fil du temps beaucoup d'énergie et se retrouver avec une énergie absolument colossale. Et donc c'est comme ça qu'on produit ce qu'on appelle un spectre d'énergie de ces particules. Spectre d'énergie, ça vous rappelle le spectre de la lumière, hein, donc ce qui décrit combien il y a de photons en fonction de leur longueur d'onde. Donc là, le spectre d'énergie, ça décrit combien il y a de particules en fonction de leur énergie.
Donc, si vous voulez, c'est le nombre en fonction de l'énergie. Alors, en fait, ça vous crée un spectre qu'on appelle en loi de puissance, enfin, qui décroît dans une échelle logarithmique, je ne rentre pas dans ces détails. Plus vous allez haut en énergie, moins il y en a des particules. Et on le comprend bien sur ce petit modèle-là, c'est que pour aller plus haut en énergie, il faut être confiné plus longtemps autour de l'onde de choc, et à un moment, vous finissez, parce que justement, vous allez au hasard en suivant les champs magnétiques, et à un moment, vous quittez l'onde de choc et vous ne la revoyez plus, donc à ce moment-là, l'accélération se fige. Donc il y a beaucoup moins de particules qui sont restées piégées plus longtemps et qui ont acquis une énergie beaucoup plus grande. Bon, c'est juste pour vous donner une idée de comment on peut construire un spectre d'énergie. Donc plus vous allez haut en énergie, moins il y a de particules. Ok, donc vous avez ces particules énergétiques qui se baladent dans l'univers, et alors le point important, c'est que ces particules énergétiques, qu'on appelle donc des rayons cosmiques, qui sont juste des noyaux d'atomes, hein, alors ça peut être, c'est quoi comme type de noyau d'atomes? C'est essentiellement des protons, c'est-à-dire des noyaux d'hydrogène, c'est un peu d'hélium, c'est un peu de carbone, un peu d'oxygène, il y a un peu de tout en fait, parce que c'est de la matière qui est accélérée à partir du milieu interstellaire. Donc vous prenez ce qu'il y a dans le milieu ambiant, une onde de choc qui traverse, ça accélère ce que ça peut, c'est-à-dire tout ce qu'il y a là. Donc en gros, vous avez 90% d'hydrogène, 10% d'hélium et puis 2% du reste. En gros, il y a des subtilités qui sont riches d'enseignement, mais en gros, ça accélère ce qu'il y a autour. Et ça produit un spectre d'énergie comme ça. Et ces particules se baladent dans la galaxie, quoi. Et puis de temps en temps, elles arrivent sur Terre, et c'est pour ça qu'on est irradié. Mais on est irradié partout, en fait. Et le point clé, c'est qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie dans ces particules, et qu'il y a en fait autant d'énergie dans les particules, dans les rayons cosmiques, autant d'énergie que dans la lumière des étoiles, ou que dans les champs magnétiques, ou que de la galaxie. Donc en fait, il y a beaucoup d'énergie, et donc ces rayons cosmiques ont un rôle très important. J'ai oublié un S, c'est cosmique, les rayons cosmiques. Ces rayons cosmiques jouent un rôle extrêmement important dans la galaxie. Alors, je pourrais citer beaucoup de phénomènes, mais en particulier, ils interviennent dans la régulation de la formation d'étoiles. Ils interviennent dans le chauffage du milieu interstellaire, parce qu'en fait, ils vont interagir avec la matière ambiante, ils vont déposer de l'énergie, ils en ont beaucoup, ils en ont acquis à leur source, et après, ils transmettent cette énergie, en fait, un peu partout dans le milieu interstellaire. Ils vont pouvoir ioniser la matière, c'est-à-dire qu'ils sont tellement d'énergie, évidemment, quand ils rencontrent un noyau, ils peuvent même faire des réactions nucléaires, et ils peuvent, a fortiori, ioniser la matière, c'est-à-dire arracher les électrons, et donc modifier l'état physique de la matière et du milieu interstellaire. Et suivant l'état du milieu interstellaire, la matière plus ou moins ionisée peut former plus facilement des nuages qui vont se condenser ou pas, et donc c'est comme ça qu'on peut réguler la formation d'étoiles. Enfin, il y a beaucoup de phénomènes, évidemment, on pourrait parler pendant des heures du rôle des rayons cosmiques dans la galaxie, mais du fait de leur importante densité d'énergie, ces particules jouent un rôle extrêmement important. Donc je vous l'ai dit, régulation du milieu interstellaire, de l'équilibre entre différentes phases du milieu interstellaire. Il y a du gaz plus ou moins chaud, plus ou moins dense, plus ou moins du gaz moléculaire, du gaz atomique, du gaz ionisé, enfin bref. Tout ça est soumis à cette irradiation permanente et constante depuis le début de l'existence de notre galaxie. Il y a un rôle également très important dans ce qu'on appelle l'astrochimie, c'est-à-dire tout un tas de réactions chimiques qui se produisent dans le milieu interstellaire et qui sont modifiées par la présence de cette irradiation permanente. Comme si vous faites de la chimie sous irradiation en quelque sorte, et ça modifie le type de molécules que vous pouvez produire, etc. Donc et vous savez que la chimie du milieu interstellaire est extrêmement riche. Hein. Vous savez qu'on trouve des acides aminés partout dans le milieu interstellaire, hein, donc qui sont des briques élémentaires de la vie. Et donc vous avez énormément d'interaction, enfin d'une chimie très complexe et une physique très complexe qui est en partie au moins pilotée par les conditions imposées par le rayonnement cosmique. Donc c'est évidemment très important de comprendre ça, et on ne connaît pas encore tout précisément de leur mécanisme d'accélération, de leurs sources, etc. Alors pourquoi j'en parle dans le contexte de la nucléosynthèse? C'est parce qu'en fait on a découvert que la façon dont sont produits ces trois éléments très particuliers qui sont faits ni dans le cosmos primordial, ni par les étoiles, ni lors des explosions, on a découvert qu'ils étaient produits en fait par épluchage ou arrachage de noyaux, de nucléons de ces noyaux plus lourds. Vous avez par exemple, dans les rayonnements cosmiques, de temps en temps, vous avez du carbone, vous avez de l'oxygène,
Si vous êtes un noyau de carbone accéléré et que vous faites partie du rayonnement cosmique, vous baladez dans la galaxie et à un moment, vous allez rencontrer un proton qui est là dans le milieu interstellaire, un noyau. Donc vous allez avoir une réaction nucléaire entre, par exemple, un carbone 12 qui va rencontrer un proton, c'est-à-dire un noyau d'hydrogène 1 dans le milieu interstellaire, et ça ne va pas fusionner, en fait. L'énergie de l'interaction ne va pas faire que vous allez vous retrouver avec un carbone 13. Vous allez au contraire casser le noyau de carbone 12 qui va percuter un noyau au repos tranquillement dans le milieu interstellaire. Et en fait, ça va l'éplucher, ça va le casser en morceaux. Vous allez peut-être récupérer un morceau de beryllium 9, et puis du coup, plus 2 protons, plus 2 neutrons. Voilà. Enfin, ça va le casser, ça va faire des morceaux plus petits. Et en fait, on a découvert que ces 3 éléments étaient produits, c'était des produits de fissuration, de désintégration, de spallation, comme on dit, des noyaux plus lourds, essentiellement le carbone, l'azote et l'oxygène, qui sont des noyaux abondants dans le milieu interstellaire, et dans le rayonnement cosmique aussi par la même occasion. Et donc, voilà comment sont fabriqués ces noyaux. Donc, chaque noyau de beryllium que vous avez, par exemple dans une émeraude, dans une aigue marine, la responsable de cette couleur magnifique, là, le béryl, chaque noyau de beryllium qui est présent dans une émeraude a été un rayon cosmique dans le passé. Et c'était un noyau de carbone ou d'oxygène qui s'est fait éplucher de quelques nucléons au passage. Voilà, donc les rayons cosmiques, c'est ça. Alors, juste pour finir très rapidement, ce spectre d'énergie, en fait, il s'étend jusqu'à des énergies absolument folles, qu'on appelle des ultra-hautes énergies, parce qu'elles sont ultra-hautes. Mais donc, ce spectre s'étend jusqu'à des énergies telles que ces particules ne peuvent pas être confinées dans notre galaxie, et on sait qu'elles viennent d'autres galaxies, mais on ne sait pas comment elles sont produites, comment elles sont accélérées, et c'est sur ces particules en particulier que je travaille. Juste pour vous fixer les idées, il y a à peu près, donc, sur Terre, donc les rayons cosmiques les plus abondants sont évidemment les moins énergétiques. C'est plus facile de faire moins d'énergie que plus, donc il y en a beaucoup plus. Et il y en a à peu près 4 rayons cosmiques, je note RC, par centimètre carré et par seconde qui arrivent sur Terre. Donc un petit 1 centimètre carré, clac, 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 4 par seconde, partout sur Terre, mais partout dans la galaxie. C'est vraiment ça remplit toute la galaxie et il se balade. Ça fait, alors c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, ça enrichit la Terre d'à peu près 1 kg par an, si vous faites le calcul en intégrant sur toute la surface de la Terre. C'est de la matière qui vient d'ailleurs, enfin de la galaxie, mais d'ailleurs. Donc c'est à peu près le flux qu'il y a, à peu près 4 par centimètre carré par seconde. Ces rayons cosmiques viennent isotropiquement de toutes les directions de l'espace parce que justement, ils sont défléchis par les champs magnétiques, et il y a plein de champs magnétiques dans la galaxie. Et ça, c'est un énorme problème pour les gens qui cherchent à comprendre les sources des rayonnements cosmiques. C'est que vous ne pouvez pas faire d'astronomie à proprement parler avec les rayons cosmiques, justement parce qu'ils sont défléchis et donc ils ne viennent pas en ligne droite de leur source. Quand vous regardez une étoile, vous ne posez pas la question où elle est l'étoile. Elle est là où vous la voyez. Les photons viennent de là-bas, ils arrivent en ligne droite, donc si vous la voyez de là, elle est là-bas. Pour un rayon cosmique, les rayons cosmiques sont défléchis dans tous les sens en se propageant dans la galaxie à cause des champs magnétiques. Donc quand vous voyez un rayon cosmique arriver par là, ça se trouve la source elle est complètement à l'autre bout, enfin de l'autre côté, etc. Et donc vous êtes dans un brouillard magnétique généré par les champs magnétiques. Et donc vous avez en fait un flux complètement isotrope de rayons cosmiques. Parce que les sources, il n'y en a pas partout, il y en a peut-être une là, une là, une là, mais les rayons cosmiques sont confinés d'abord pendant des dizaines de millions, enfin à peu près 20 millions d'années dans la galaxie, parce qu'avant de sortir, s'ils sortaient tout droit, ça prendrait quelques milliers d'années pour sortir, mais en fait, les champs magnétiques font qu'ils sont confinés, et donc ils finissent par sortir, mais au bout de 20 millions d'années, alors plus on va haut en énergie, moins ils sont défléchis en fait par les champs magnétiques, donc plus ils vont vite à sortir. Mais les rayons cosmiques les principaux, ceux qui sont les plus nombreux, et donc qui ont leur bilan énergétique global est supérieur, ces rayons cosmiques sont complètement isotropisés, et donc où qu'on regarde, il y en a exactement le même nombre. Donc on ne voit pas de source en fait. On est obligé de déduire de leur composition, de leur spectre d'énergie, d'essayer de comprendre d'où ils peuvent venir, comment ils ont pu être accélérés, etc. Mais on ne voit pas de source.
C'est un problème. Simplement, comme je viens de le dire, plus on va haut en énergie, moins les rayons cosmiques sont défléchis, parce que ça coûte de plus en plus, enfin c'est de plus en plus compliqué de défléchir une particule qui, évidemment, qui va très vite. Et donc, plus on monte en énergie, plus les particules, alors moins elles sont confinées longtemps dans la galaxie, donc elles s'échappent, et du coup elles peuvent atteindre d'autres galaxies, c'est comme ça qu'on peut recevoir des rayons cosmiques qui viennent d'autres galaxies, mais surtout, plus elles vont tout droit, moins elles sont défléchies. Et donc, l'espoir, c'est que si on arrive à aller suffisamment haut en énergie, au bout d'un moment, les particules, elles vont tout droit, et on va commencer à voir les sources. Donc c'était ça l'idée, c'est d'essayer de regarder les rayons cosmiques au plus haut d'énergie pour essayer de commencer à sortir du brouillard magnétique et de voir les sources directement là où elles sont. Et donc évidemment, c'est plus facile pour savoir d'où ça vient quand on voit ce qu'il y a derrière, quoi. Parce qu'après, on peut observer avec d'autres, des photons, voir ce qui se passe. Alors, il y a effectivement des rayons cosmiques qui vont jusqu'à des énergies absolument folles. Et les particules les plus énergétiques qu'on connaisse aujourd'hui ont une énergie qui est l'équivalent de, enfin, qui est une énergie macroscopique de plusieurs joules, voire dizaines de joules, qui est à peu près l'équivalent d'une balle de tennis à 150 km/h. Donc c'est une énergie absolument folle dans un noyau d'atomes. Simplement, plus on va en énergie, je l'ai dit, moins il y a de ces particules, plus elles sont rares. Et en fait, pour les particules les plus énergétiques, je vous ai dit là, les plus nombreuses, il y en a à peu près 4 par centimètre carré par seconde. Pour les plus énergétiques, il y en a une par mètre carré. Alors, je ne sais plus par centimètre carré, par mètre carré. Une par mètre carré, donc un détecteur d'1 mètre carré. Une par mètre carré par milliard d'années. D'accord ? Donc si vous avez un détecteur d'1 mètre carré, il en passera une tous les milliards d'années. Donc c'est évidemment difficile, donc on n'a pas vu beaucoup. Et surtout, pour en voir, en fait, il faut des détecteurs de plusieurs milliards de mètres carrés. Et encore, si vous avez 1 milliard de mètres carrés, vous en avez une par an. D'accord ? Alors, donc, la façon dont on peut les détecter, c'est que ces particules extrêmement énergétiques, quand elles arrivent dans l'atmosphère, elles interagissent avec la première molécule qu'elles rencontrent, en quelque sorte. Elles ont énormément d'énergie, donc en interagissant avec le premier atome qu'elles croisent sur leur chemin, elles vont pouvoir créer plein de particules secondaires. Donc, elles créent des particules donc à partir de l'énergie incidente, elles vont pouvoir, on fabrique des particules secondaires, des électrons, des muons, des photons, qui elles-mêmes vont avoir encore énormément d'énergie, qui vont pouvoir interagir à nouveau et faire de nouvelles particules secondaires, qui vont en faire encore des particules tertiaires ou quaternaires, etc. Et il va se développer ce qu'on appelle une gerbe de particules, une gerbe atmosphérique dans l'atmosphère, comme ça. Et donc la particule incidente va faire 10 particules, puis chacune va en faire 20, 30, etc. Et au bout d'un moment, on va avoir donc, à travers l'atmosphère, va se développer une gerbe de particules avec de plus en plus de particules, pouvant compter jusqu'à des centaines de milliards de particules qui se propagent dans l'atmosphère, qui s'abattent du coup sur Terre à la vitesse de la lumière. Hein, donc ça traverse l'atmosphère à la vitesse de la lumière. Tout ça, c'est des particules extrêmement énergétiques, donc qui vont essentiellement à la vitesse de la lumière. Donc vous avez des centaines de milliards de particules comme ça qui peuvent traverser l'atmosphère. Et alors, si vous êtes, donc, si vous mettez au sol là, des détecteurs, il n'y a pas besoin de couvrir 1 milliard de mètres carrés de détecteurs. Il suffit de mettre des détecteurs un peu vous espacez un peu, vous allez voir arriver des particules. Toc, là, il y en a une qui passe. Toc, là, il y en a 3 qui sont passées. Là, et vous allez pouvoir détecter les gerbes par les particules au sol. Alors, en fait, on a développé un observatoire qui s'appelle l'observatoire Pierre-Auger. Donc ça s'est développé sur des dizaines d'années, mais le plus grand observatoire actuel s'appelle, qui étudie ça, s'appelle l'observatoire Pierre-Auger en Argentine. Donc c'est un observatoire sur lequel j'ai travaillé pendant pas mal d'années, qui couvre 3000 km². Donc 3000 km², c'est gigantesque, hein, c'est 50 par 60. Hein.
Donc, c'est bien plus grand que Paris. Et, voilà. Et il y a 1600 détecteurs comme ça qui sont espacés tous les kilomètres et demi. Et donc, de temps en temps, on voit passer des particules comme ça, très énergétiques. Et on peut, en regardant combien il y a de particules qui traversent, donc on voit la densité des particules au sol, on peut en remonter à l'énergie et puis à la direction d'arrivée. Parce que si la particule arrive par là, bah, ce détecteur va être touché avant celui-là, puis avant celui-là, etc. Donc on peut en déduire la direction, l'énergie, etc. Donc ça, c'est une première technique de détection. Il y a une deuxième technique de détection qui est mise en œuvre également à l'Observatoire Pierre-Auger, qui consiste en fait à se mettre, à mettre un télescope ici qui va regarder l'atmosphère pour observer en fait, qui va voir passer la gerbe, parce que quand la gerbe de particules passe, ces particules énergétiques vont exciter les molécules de l'air, exactement comme quand vous voyez une aurore boréale. Quand vous voyez ces superbes couleurs là, dans le ciel, vous avez des particules énergétiques qui viennent du Soleil, qui sont accélérées, qui sont guidées par les champs magnétiques, qui tombent sur les pôles et qui viennent exciter les molécules d'azote ou d'oxygène de l'atmosphère, qui, en se désexcitant, émettent de la lumière. Le même phénomène se produit là. Vous avez la particule qui arrive fait plein de particules secondaires, vous avez des milliards de particules ici qui vont exciter les molécules d'azote essentiellement, parce que c'est essentiellement de l'azote dans l'atmosphère, et en se désexcitant, ces molécules vont émettre de la lumière dans toutes les directions. Et donc, si vous avez un télescope ici qui regarde l'atmosphère comme ça, vous allez voir passer une traînée de lumière, et vous allez pouvoir compter combien il y a de particules, vous allez compter combien de photons vous recevez, vous en déduisez combien il y avait de particules, et donc vous en déduisez l'énergie, et vous voyez la direction d'arrivée, etc. Bref, on détecte ces rayons cosmiques en observant la lumière, ce qu'on appelle de fluorescence, le mécanisme de fluorescence ici. Donc on a fait ça, on a travaillé moi personnellement j'ai travaillé une dizaine d'années sur l'Observatoire Pierre-Auger, qui est toujours en activité. Mais il s'avère, alors on a appris énormément de choses avec cet observatoire, je ne rentre pas dans les détails, mais il s'avère que ça reste insuffisant, bien que ça couvre 3000 km², ça reste insuffisant, et donc on réfléchit à essayer d'avoir des détecteurs plus grands, sauf que couvrir plus que 3000 km² au sol, ça paraît vraiment compliqué, et donc il y a quelques personnes qui ont eu l'idée de procéder un peu différemment, et c'est une idée un peu folle, qui consiste, et je m'arrête là, j'imagine que c'est... oh là là, bon, et je vais arrêter tout de suite. L'idée, c'est le vrai détecteur de ces particules, en fait, c'est l'atmosphère lui-même. C'est l'atmosphère qui révèle le passage de la particule en créant cette cascade de particules. Et finalement, on observe la lumière créée dans l'atmosphère par ces particules secondaires. Eh bien, l'idée, pour couvrir une plus grande surface, l'idée, c'est de se mettre dans l'espace. Vous avez la Terre comme ça, avec l'atmosphère ici. Et l'idée, c'est que si vous vous mettez dans l'espace, par exemple sur la Station spatiale internationale, vous mettez un télescope ici qui va regarder l'atmosphère, vous allez pouvoir couvrir un grand volume d'atmosphère avec un seul instrument, pas à peine de multiplier des milliers de détecteurs que vous espacez au sol, vous faites un instrument, vous mettez par exemple sur la station spatiale, qui est à 400 km d'altitude, et si vous avez un télescope avec un grand champ de vue, par exemple 30 degrés d'ouverture, plus ou moins 30 degrés, vous allez couvrir d'un seul coup 200 000 km² au sol, par exemple. Donc c'est ça notre ambition, donc ça s'appelle... c'est la collaboration internationale GEMESO. Ça veut dire ça voulait dire Japanese Experiment Module, mais maintenant ça veut dire Joint Experiment Mission, un truc comme ça. Parce que ça, justement, on l'a fabriqué après coup, ça. Et ça veut dire Extreme Universe Space Observatory. Donc, observatoire spatial de l'univers extrême. Extrême parce que ce sont évidemment les particules les plus énergétiques connues dans l'univers, de très très loin. Ces particules-là ont une énergie qui est de l'ordre de 10 millions de fois l'énergie qu'on peut atteindre dans l'accélérateur, le LHC, l'accélérateur de particules à Genève. Donc c'est vraiment des énergies absolument colossales par rapport à ce qu'on est capable de faire sur Terre. D'où l'intérêt aussi, on revient à la question des astroparticules, il y a
probablement de la nouvelle physique à découvrir aussi, associée à ces particules-là. Mais enfin, avant de pouvoir découvrir de la nouvelle physique, il faudrait déjà comprendre d'où elles viennent, comment elles sont accélérées, etc. Mais justement, ça fait partie de l'ambition d'essayer de comprendre ce phénomène des rayons cosmiques dits d'ultra haute énergie. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'aller dans l'espace pour observer ces traînées de particules, enfin ces gerbes, ces traînées de fluorescence quand les particules traversent l'atmosphère. Donc on a développé en fait un programme, ça fait maintenant 13 ans maintenant, 13-14 ans, on développe un programme d'observation spatiale. L'idée, c'est de transposer dans l'espace la technique de détection par fluorescence au sol. Alors évidemment, c'est un travail de longue haleine parce que il y a beaucoup de contraintes pour aller dans l'espace. Donc, on a mis en place en fait tout un programme où on a fait plusieurs missions les unes après les autres, qui sont des missions prototypes, et à chaque fois, on améliore le système avant de pouvoir avoir la vraie mission spatiale. Ça coûte aussi beaucoup d'argent, une mission spatiale. Donc, on a fait en fait un premier vol. Donc, on a mis un premier prototype de notre instrument sous un ballon. Ça, c'était en 2014, on a fait un premier vol. C'était une mission du CNES, donc l'Agence spatiale française, au Canada, dans l'Ontario, à une ville qui s'appelle Timmins. On a lancé un premier instrument, ça s'appelait ESO Ballon, donc c'est toujours ESO Extreme Universe Space Observatory, donc ça s'appelait ESO Ballon, parce que c'était sous un ballon stratosphérique. On a volé une nuit là. Au Canada en 2014, c'était très intéressant. Ensuite, on a développé une première mission en ballon stratosphérique avec la NASA en 2017. Donc c'était au départ de la Nouvelle-Zélande. Donc ça s'appelait ESO SPB. Ça veut dire Super Pressure Balloon. Donc ce sont les ballons pressurisés. Dont la vocation est de pouvoir rester très longtemps dans l'air. Au lieu de voler juste une seule nuit, on peut voler potentiellement jusqu'à 3 mois, jusqu'à 100 jours à peu près. Malheureusement, il y avait une fuite dans le ballon de la NASA et on est resté 12 jours en l'air. Et on s'est crashé, on a sombré au large de l'île de Pâques 12 jours après le lancement. On était évidemment très triste parce qu'on avait un bel instrument qui fonctionnait très bien, mais donc, du coup, on n'a pas pu observer les rayons cosmiques avec cet instrument. Donc l'idée, c'est qu'on se met sous un ballon stratosphérique, on monte à 35 km d'altitude à peu près. Et on regarde, c'est quasiment le vide, 35 km d'altitude. Aucun avion vole à cette hauteur-là. Les avions de ligne, ils volent à 10 km. Donc là, on est à 3 millibars, c'est-à-dire la pression atmosphérique est divisée par 300. Donc c'est quasi le vide, mais il y a encore suffisamment de molécules pour tenir un ballon qui est un ballon absolument colossal. Ce sont des ballons qui ont un diamètre de plus de 100 mètres, de diamètre. Donc c'est un stade de foot gonflé à 35 km d'altitude, et on met dessous un instrument et on regarde les rayons cosmiques passer dessous. Donc ça a duré malheureusement 12 jours. On a vu des choses intéressantes, on voit des nuages, etc. Mais, parce qu'il y a beaucoup de physique atmosphérique à faire aussi, mais bon, ce n'était pas notre objectif. On a fait une autre mission juste avant la Covid. On a lancé un instrument qui s'appelle Mini-ESO, qui est un instrument qu'on a mis dans la Station spatiale internationale, et il y est toujours. Donc on a en ce moment un instrument qui prend des données dans la Station spatiale internationale. Alors c'est un prototype, donc c'est un prototype. C'est un instrument fonctionnel, simplement il a une petite lentille par rapport à la mission complète qu'on voudrait faire. Donc on peut voir des rayons cosmiques à plus haute énergie, et donc il y en a encore moins, et donc il n'y a aucune chance qu'on en voit. Mais on voit des tas de choses très intéressantes, des météores, des elfes, qui sont des phénomènes atmosphériques très intéressants et très peu connus. Bref, on a une mission là comme ça. Et puis donc, on va lancer ce mois-ci, en principe, au pire le mois prochain, donc 2023, on a la NASA, dont le ballon était troué pour notre première mission, nous a redonné un vol. Nous a refinancé une deuxième mission, donc c'est ESO SPB2, la version 2. Et donc on est prêt, donc on a développé ça ici. Donc à l'APC, là, nous on a été responsables pour fabriquer l'instrument, la caméra qui est sensible aux photons,
pour observer ces particules. Donc, moi, j'étais responsable. Bon, maintenant, je suis responsable au niveau international de la collaboration GEMESO, mais là, c'est une mission de la NASA, donc, qui est pilotée par nos collègues américains. Et nous, on était responsable ici de la fabrication de la caméra proprement dite. Et donc, voilà, je suis allé là le mois dernier pour remonter l'instrument sur place, pour faire tous les tests d'intégration, etc. Et donc, c'est prêt maintenant. Il n'y a plus qu'à le lancer. Et donc, ça va dépendre des conditions météo, etc. C'est un peu... C'est pas simple de lancer des ballons comme ça, donc on espère que ça se passera bien. Et si tout se passe bien, on devrait rester 100 jours dans enfin, j'allais dire dans l'espace. Enfin, c'est pas vraiment l'espace, mais 100 jours en altitude, et on devrait voir nos premiers rayons cosmiques. Donc on sera très content si ça marche. En tout cas, l'instrument fonctionne. Je l'ai laissé vendredi dernier, et tout fonctionnait très très bien, et voilà, on a bon espoir. Voilà. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais j'ai bon espoir. Bon, c'était un peu bref sur les rayons cosmiques. Je ne sais pas, vous avez des questions, mais il est surtout très tard, donc je suis désolé, j'imagine que vous avez d'autres cours. C'est bon? On en reste là? Bon, merci. Donc, il nous restera un dernier cours. Donc, mardi standard, ça va tout le monde ou... Ouais, ça ira? Ok, donc mardi prochain, dernier cours, et on fera de la physique quantique. Ok.